Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va se vous voyer, je crois. Parce que, Oui, si on avait de la sympathie l'un pour l'autre, on pourrait se tutoyer. C'est pas le cas, donc autant se vous voyer. Non, il faut vous voyer parce qu'après, les gens se Vous êtes un homme de goût, en tout cas, Michel. Ah, bah écoutez, mon cher Bruno, bien Vous êtes bonne évidemment. lecture. Je l'ai lu, on en reparlera tout à l'heure. Bruno, merci de nous avoir accordé un peu de temps parce que c'est un agenda de ministre entre le bouquin, les pièces de théâtre, le cinéma. Caméra Café qui va être retournée. C'est quoi la journée de Bruno Solo en ce moment? On fait jamais tout en même temps, donc c'est bien structuré comme les journées de ces journées-là. Le livre, déjà, il est terminé, comme vous pouvez le voir, donc maintenant c'est de la promo. J'en fais plus parce que j'en ai fait pendant un bon moment. Et puis, ma foi, il marche bien, donc j'ai même plus besoin. Et puis le théâtre aussi, c'est terminé. Donc là, effectivement, mon quotidien, c'est plutôt la préparation du tournage de la série Caméra Café. On fait une spéciale pour les 20 ans, parce qu'on l'a créée en 2001, et donc là, on aurait pu le faire en 2021, mais il s'est passé pas mal de choses depuis deux ans qui ont reculé beaucoup de projets, d'événements. Donc voilà, on a été victime de cela comme d'autres. Mais après, c'est une histoire d'organisation, et je suis un garçon, parce que justement, je suis un peu hyperactif, j'ai très vite compris qu'il fallait que je m'organise pour pas m'éparpiller. Ce qui m'affole, c'est de ne pas savoir à quel moment je vais pouvoir exactement me concentrer sur quelque chose. Et quand ma concentration s'éparpille, parce que j'ai pas encore des repères. Mais dès lors que j'ai des repères, il n'y a rien qui m'effraie. Mon hyperactivité est cadenassée par ma capacité à bien l'organiser. Alors, on va en parler tout de suite de cette hyperactivité. Dans l'esprit du public, c'est souvent le gamin qui saute partout, qui est sous Ritaline, un médicament pour calmer son cerveau parce qu'il est insupportable. Vous avez plutôt une hyperactivité parce que vous avez besoin de faire beaucoup de choses en même temps. Comment on fait quand on est hyperactif pour se concentrer sur un texte au théâtre, par exemple, et ne pas penser à autre chose? Parce que les hyperactifs, souvent, ont le cerveau qui part ailleurs alors qu'ils sont en train de faire quelque chose. J'ai jamais été diagnostiqué, je sais pas, je suis peut-être pas un hyperactif, je suis juste un hypervolontaire peut-être, ou un hypercurieux. Je pense que je suis plus curieux qu'hyperactif, et j'ai jamais eu de problème à me concentrer dès lors que je suis sur quelque chose qui me passionne, qui me fait vibrer, qui m'intéresse. Mais je sais pas si c'est de l'hyperactivité finalement, vous allez peut-être me le dire, Michel, mais j'étais un enfant assez contemplatif, je prenais le temps de faire les choses. Je suis pas un gamin qui bougeait beaucoup. Alors effectivement, je faisais du sport, en classe, je levais beaucoup la main, j'étais très volubile, je parlais. Mais par contre... Encore aujourd'hui. On ne vous reproche pas, ça, d'être bavard? Bon, on n'ose peut-être plus, maintenant je suis vieux, mais on me l'a peut-être reproché. Mais le nom que j'ai choisi, qui n'est pas mon vrai nom, Solo, il est assez en rapport avec ma nature profonde quand même. Quand il s'agit de chercher un patronyme, quand je travaillais avec Yvan, qu'on savait qu'on allait faire un duo. Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc. Et c'est vrai que Han Solo m'est revenu, parce que en 77, quand le film est sorti, j'étais dingue de ce personnage. Mais c'est parce que fondamentalement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la solitude. Dès lors qu'on l'a choisi, je suis pas quelqu'un nécessairement de solitaire, mais je recherche de grands moments de solitude, et les grandes décisions, ou les petites ou les moyennes, toutes les décisions, finalement, je me rends compte que je les prends vraiment seul. La famille a beaucoup d'importance quand même. Est-ce que Véronique, dans vos décisions, Véronique, votre femme, elle intervient, ou ce sont uniquement des décisions prises vraiment en solo? Elle m'éclaire. Moi, j'ai besoin d'éclaireurs. Pas nécessairement de guide ou de phare, ça m'effraie plutôt. Le mot guide, des fois, quand il est traduit dans certaines langues, il fait flipper. Et le phare, il t'attire à lui, donc tu peux te fourvoyer. En revanche, les éclaireurs m'intéressent. Pour finalement faire un choix, j'ai besoin d'être éclairé. Et j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir beaucoup d'éclaireurs. Mon papa, ma maman, des amis proches, évidemment, des lectures que j'ai pu avoir, des hommes ou des femmes qui m'ont influencé parce qu'ils disaient, parce qu'ils écrivaient, parce qu'ils peignaient. J'ai besoin d'éclaireurs pour prendre une décision qui me semble être la plus honnête et la plus juste. Et Véronique, évidemment, est une éclaireuse. Comment vous avez vécu le confinement? Parce qu'à la fois, c'est le Bruno solo, même si vous avez beaucoup d'amis, vous voyez beaucoup de monde, vous avez votre famille, vous êtes entouré. Comme vous avez besoin de solitude, est-ce que ça a été un moment finalement plutôt agréable pour vous? C'est ce qui vous a permis d'écrire le bouquin, d'ailleurs. J'ai adoré, moi. Le premier, j'étais au théâtre à ce moment-là. Et le deuxième confinement, on a repris la pièce, et puis finalement elle s'est arrêtée parce qu'il y avait des cas de Covid dans la troupe. Il y a eu les salles avec la jauge qui changeait et tout. Donc le deuxième confinement, il était un peu chaotique, bordélique. Mais le premier, je faisais partie de ceux qui avaient la chance de le vivre dans une harmonie, dans une sérénité absolue. Pour ceux qui l'ont vécu en France, il a fait un temps merveilleux. La fureur, le bruit, la circulation, les travaux, tout s'est arrêté. On était dans une expectative absolue. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Donc on avait à la fois très peur, c'était inquiétant et fascinant. Et j'ai adoré ce moment-là. Pour autant, parce que je l'ai adoré, parce que j'ai kiffé ce moment-là, j'ai très vite
pris conscience que le bonheur, c'est quelque chose des fois un peu égoïste. Je suis heureux, donc si moi je vais bien, le monde va bien. Sauf que là, quand vous prenez conscience qu'autour de vous, il y a des gens qui vont moins bien, c'est à ce moment-là que j'ai aussi choisi de faire pas mal d'interventions pour dire que il fallait vraiment jouir chacun de ce moment très fort, parce que le confinement, pour certains, et surtout certaines, beaucoup d'enfants, c'était pour le coup là une prison. Parce que vivre avec le bourreau, celui qui frappe, celui qui viole, celui qui harcèle, celui qui maltraite, c'est difficile. Donc on n'a pas vraiment le droit de se plaindre dès lors qu'on a toutes les clés pour passer ce moment un peu étrange, et parce qu'on se doit de penser à ceux qui le vivent mal. Ça, c'est quelque chose qui m'anime depuis toujours, parce que mon papa et mes parents ont toujours eu cette faculté de me demander d'être lucide sur les moments qu'on vivait. Donc d'être lucide quand tu vas à l'étranger, dire oh, c'est merveilleux ce pays, mais de s'imaginer que peut-être derrière ce décorum, il y avait peut-être de la misère. Comme on a beaucoup voyagé dans le monde entier avec mes parents, ils nous demandaient toujours d'être lucides dans les moments où on était heureux. Et c'est mettre de la gravité là où il faut en mettre. C'est pas une question de devenir pessimiste ou de tout d'un coup de ne pas jouir de l'instant. C'était juste avoir conscience que ce bonheur, il pouvait être altéré par des choses un peu plus difficiles. Vous en avez conscience, ça vous permet de grandir. Parce que quand vous avez l'énergie de vous en rendre compte, je pense que vous avez aussi l'énergie d'aider ceux qui peuvent être dans des situations difficiles. Pendant le confinement, vous avez dit qu'effectivement, vous pensiez sans cesse, je vous cite, aux potentielles violences familiales qui peuvent se jouer dans le silence de ces maisons fermées. Vous êtes très engagé, très actif au sein de deux associations, Personnage, qui a été lancée par l'Innoventura à l'époque, et La Voix de l'enfant sur les violences faites aux enfants. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé pour aider comme ça les enfants, pour les soutenir? Alors ça, la question m'a souvent été posée, et je sentais chez ceux qui me la posaient le sentiment que si je m'étais engagé, c'est que moi-même j'avais été peut-être confronté directement, ou presque directement à ce problème. Eh bien non, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Si je me suis engagé, c'est parce que moi j'avais une famille dans laquelle aucun sujet n'était tabou. Rien n'était un non-sujet. Chaque question que nous posions avec ma sœur rencontrait une réponse qui pouvait être satisfaisante ou pas, et qui était à la hauteur de ce qu'on était susceptible de comprendre. Et nos parents nous ont toujours accompagnés de ce point de vue-là. Et je crois que parce qu'il y avait beaucoup de tendresse, d'amour, d'écoute, je me suis senti, lorsque j'ai été confronté à un monde dont j'ignorais, c'est-à-dire la violence, la maltraitance, par des copains, des copines qui me parlaient de la manière dont ils vivaient leur quotidien, quand j'ai eu la notoriété qui permet d'avoir un écho, eh bien, je me suis dit, je vais me servir de cette force, cette capacité peut-être à éclairer. Voilà, on y revient. Parce que chez moi, aucun sujet n'était tabou, rien ne me choque, et je me sens à même de pouvoir écouter et parler de ces sujets-là sans problème. Et c'est ça ma force. Et en même temps, c'est très paradoxal, parce que vous êtes un hypersensible, vous le dites, ça se sent quand on... Mais c'est pour ça que je me suis engagé là-dessus aussi, parce que ça me fracassait de voir qu'il y ait des enfants qui puissent vivre des choses comme ça. Ça me paraissait tellement hors du monde que je connaissais. Quand j'ai été confronté à ça, je l'ai pris pleine gueule. J'ai toujours été un peu hypersensible, mais je me suis dit, je peux pas juste être dans la compassion, dans la crainte, dans l'accompagnement, dans la piété, dans la pitié. Il faut que je me serve de cette force qui m'a été donnée pour, avec les moyens qui sont les miens, aider ou tendre la main, quoi. Mais la souffrance d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus insupportable sans aucun doute, pour tout le monde. Mais pour un hypersensible, c'est encore pire. C'est une véritable épreuve pour vous quand vous voyez les enfants souffrir. Oui. Vous êtes allé dans un domaine de l'humanitaire ou de l'aide, de l'associatif, qui est le pire. Qui est l'un des plus poignant, l'un des plus terribles et fracassants. Parce que je crois que l'hypersensibilité, c'est pas une faiblesse, c'est une force. L'hypersensibilité, dès lors que vous la domptez un petit peu, enfin, il me semble, c'est très empirique, ce que je dis, je suis pas scientifique, je suis pas psychologue et tout. C'est vrai que lorsque je regarde certains films, d'être bouleversé par une émotion, je crois qu'elle m'aide, ça m'aide. Pour beaucoup, dès lors qu'on explique à un hypersensible que s'ils font en larmes à la moindre chose, que c'est une faiblesse, parce que peut-être que dans nos sociétés, on a appris, notamment aux hommes, il faut pas pleurer et tout. Une aberration, une connerie sans nom, à mon goût. Et ça, c'est par exemple des choses que ne me disaient pas mes parents. Quand ils me voyaient pleurer, face à des films, face à ce que j'avais lu, ce que je pouvais entendre, des choses qui me bouleversaient, ils me disaient que c'était bien. Donc dès lors que vous sentez que votre hypersensibilité est accompagnée par quelqu'un qui vous dit c'est bien, exprime-toi, ne considérez pas que c'est une faiblesse. Moi je crois que c'est ma force, une de mes grandes forces, hypersensibilité. Et est-ce que ça a été Elle me permet de mieux capter des émotions et de mieux de m'en servir. Je m'en sers pour mieux m'en servir dans mon art, entre guillemets. Pour vos interprétations, ça vous a aidé. Vous avez joué des rôles compliqués, déni de grossesse. C'était
pas moi qui étais enceinte en l'occurrence. Non, mais enfin, dans des rôles qui étaient durs. Il n'y a pas que la vérité si je mens, hein, dans votre... C'est difficile aussi la vérité si je mens. Hein. Je suis amoureux d'une femme qui veut pas de moi quand même. Est-ce que cette hypersensibilité, qui est considérée comme une faiblesse, surtout chez les garçons, vous en avez souffert avant d'en faire une force, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans votre début de carrière? Ouais, je me suis jamais posé la question, mais aussi loin que mes souvenirs remontent, non, je crois pas. Il y a un truc qui est dingue, c'est que j'ai pas fait de crise d'adolescence, moi. Il m'est arrivé une chose, une fois, avec mes parents. Je suis rentré à la maison et j'ai dit à mon père que j'étais désolé parce que pour faire comme certains de mes copines et copains à l'école, je leur cassais du sucre sur le dos. En gros... plein de potes à moi disaient mes parents ils comprennent rien, ils font chier, ils aiment pas quand je m'habille, ils aiment pas la musique que j'écoute, ils sont ringards, ils sont dépassés. Et de temps en temps, je dis ouais, moi aussi, ouais, bien sûr, ils me font chier mes parents. Je n'étais pas le seul, mais je faisais partie de ces enfants qui n'avaient pas de conflit avec ses parents. Qui se forçaient. Et qui se forçait. Et donc, je l'ai dit à mon père. Je lui ai dit, écoute, voilà, il faut que je te dise, de temps en temps, je balance, sors-toi, alors que j'en peux sur maman, alors que, bon, j'en pense pas. Attention, hein, on se disputait pas non plus. Je fais pas d'angélisme, hein. Ça y allait, ça se disputait, je me faisais engueuler, etc. Il y avait pas quelque chose, c'est cet abcès qu'on n'arrive pas à crever au sein des familles, ce silence. En ayant dit ça à mes parents, leur réaction a été de me dire oui mais c'est bien de rentrer en conflit aussi avec ses parents, c'est bien de couper le cordon, c'est bien de s'émanciper, un enfant c'est fait pour partir un jour tu nous quitteras et c'est normal. Moi ça m'avait beaucoup ému, mais mes émotions, mon hypersensibilité, elle a toujours été accompagnée. Donc, quand j'étais petit, j'ai pas souvenir, même quand il m'est arrivé de pleurer en cours, d'avoir souffert qu'on ait pu penser que j'étais un pauvre type, quoi. Genre, parce que en même temps, dans la cour, moi, je faisais du foot, je pouvais être même bagarreur à l'occasion. J'étais un enfant qui participait, j'étais bavard, comme vous pouvez l'entendre. Je n'ai pas souffert dans mon hypersensibilité parce qu'on me l'a jamais foutu dans la gueule. Est-ce que cette hypersensibilité a joué ou joue encore dans vos relations avec vos deux enfants? Oui, d'autant plus qu'ils le sont. Et mes enfants sont hypersensibles. Et donc, oui, j'ai un rapport avec eux très sensible, très hypersensible. Et je pense que maintenant que c'est mieux identifié, parce que longtemps, moi, j'ignorais ce mot, je sais pas, on en parlait un peu moins, c'était pas quelque chose qui était évoqué. Donc, on a découvert beaucoup de choses. Les enfants qu'on appelait des cancres, on s'est aperçu que c'était des enfants multidis, dyspraxiques, troubles de l'attention. Voilà, troubles de l'attention. Donc, l'hypersensibilité des enfants, c'est quelque chose qui est venu tard. Donc, maintenant que je la connais, peut-être qu'effectivement, je l'accompagne peut-être un peu trop et qu'elle m'effraie. Je me dis, ça va pas te rendre la vie facile. Et si je prends mon exemple, je me dis, bon, ben moi, ça m'a pas non plus, ça n'a pas été un handicap. C'est bizarre parce que pour moi, j'ai su le maîtriser. Et pour mes enfants, des fois, notamment ma fille, ça me fait un petit peu peur. Mais aussi peut-être parce que je trouve qu'il me semble que le monde est plus manichéen, plus violent, que les débats sont plus tranchés, qu'il y a moins de discussions. Et je me dis que dans ces moments-là, les hypersensibles, effectivement, peuvent être submergés par une émotion qui les empêche de développer. Et je sens que chez ma fille, notamment, de temps en temps, elle fuit des conversations qu'elle pourrait sentir conflictuelles. Je la sens pas suffisamment armée parce que j'avais quand même le sentiment, dans le quartier où j'ai grandi, que même lorsqu'on se croisait entre classes sociales, entre communautés différentes, que passer quelques petites piques, etc., qu'il y avait des choses qui pouvaient s'arranger. Beaucoup plus. Moi, je vivais dans un quartier, par exemple, un quartier juif. J'avais une école de juive à côté. Et puis, moi, j'étais pote avec pas mal d'arabes. De temps en temps, ça se mettait sur la gueule, etc., quand ça jouait au foot. Mais franchement, ça buvait des verres ensemble et tout. Il me semble, pas systématiquement, mais que c'est plus compliqué aujourd'hui. Est-ce que cette hypersensibilité est associée à un caractère angoissé, anxieux, pour vous ou pour vos enfants? Angoissé, non. Anxieux, oui. Anxieux, oui. Comme le jour où votre petite fille pleurait et que votre femme, en ayant marre que vous angoissiez, mais pourquoi elle pleure, vous avez dit, il faut que j'aille aux urgences et que vous êtes allé. Et je suis allé avec ma fille qui pleurait aux urgences. Ils m'ont vu arriver, ils m'ont dit, monsieur, c'est comment votre nom déjà? Bruno Solo. Monsieur Solo, ça va être compliqué là, on a vraiment des choses graves. Vous voyez, c'est une urgence, il y a des gens qui font la queue, c'est très important. Votre fille pleure parce que les enfants, ça pleure le soir. Elle a moins d'1 an et c'est normal qu'elle pleure, je vais vous demander de partir. Donc je suis parti, petite humiliation comme ça. Mais ça me rendait dingue de l'entendre pleurer, je trouvais que ses pleurs n'étaient pas normaux. C'était mon 2e enfant pourtant. Et Véronique m'a dit, écoute, j'en ai marre de t'en voir debout, de me réveiller dans la nuit, parce qu'elle n'allaitait pas, donc on alternait. Et les nuits où c'était moi, c'était la panique, alors les nuits où c'était elle, je le voyais même pas passer, je dormais, je faisais ma nuit. Mais les nuits où c'était moi, je la réveillais, mais attends, c'est normal qu'elle... Oui, c'est normal. Voilà. Et elle est restée. Oui, ça fait 20, Est-ce que vous êtes hypocondriaque?
Alors, moi, j'ai l'impression que non. Et puis, Vos copains médecins vous disent que oui. et Véronique et vous et d'autres me disent que je le suis. Mais j'ai pas le sentiment d'être hypocondriaque. Je m'angoisse quand il s'agit d'être raisonnable, de s'inquiéter. Je vous écoute, docteur. Il vous semble que... Ah bah, moi, c'est le secret médical. Donc je ne dois même pas dire que vous m'appelez sans arrêt. Parce que là, je violerais le secret médical. Mais c'est... non, mais bon, c'est en vieillissant. Moi, voilà, j'ai 57 ans, je vais sur mes 58, donc j'ai basculé de l'autre côté, là, la soixantaine, vous savez de quoi je parle. Et là, tout d'un coup, depuis quelques années, je me dis, bon, si je m'en occupe pas maintenant, voilà. Donc il y a plein de choses que j'ai arrêtées. J'ai arrêté de fumer, je fais un peu plus attention à ce que je mange. Et comme l'échéance, de toute façon, elle est la même pour chacun, je m'angoisse peut-être un peu plus que je l'étais. Quand vous étiez jeune, vous découvrez que vous faites rire les autres. C'est plutôt quelque chose de bien pour les filles? Ah oui. Oui, mais au début, c'est surtout qu'on était dans la même chambre avec ma soeur. On n'a jamais eu on a toujours été dans la même chambre, un petit appartement. Et moi, assez vite, effectivement, je me suis rendu compte de ma capacité de temps en temps à la faire marrer, lui faire des petits spectacles, lui raconter des histoires le soir. Bon, je fais rire ma soeur. À l'occasion, je fais rire aussi ma maman et mon papa. En classe, je fais rire 2-3 copains, 2-3 copines et tout. Et puis tout d'un coup, vous dites... Mais mince, c'est pourquoi je prépare rire une salle entière. Je n'ignorais pas ce métier. J'étais déjà allé au théâtre, j'avais vu des films, j'avais vu des spectacles, je regardais la télévision. Et puis après, j'ai regardé des profs que je trouvais passionnants, qui savaient capter l'attention, notamment mon prof d'histoire que j'évoque très souvent, et qui avait cette capacité tout d'un coup à vous raconter une histoire et à vous bouleverser, à vous faire travailler votre imaginaire, et à faire rire, émouvoir et tout. Tout ça m'a plu. Je me suis dit, il faut que j'en fasse quelque chose. Pour les filles, c'était plutôt la musique. Je suis devenu batteur dans un groupe parce que j'étais trop paresseux pour apprendre le solfège. Puis j'étais pas doué en plus. Et j'ai fait la musique parce que la batterie, c'est celui qui accompagne, celui qui est un petit peu derrière, etc. Qui est le cœur du truc, qui donne le tempo, le rythme. Qui peut mater le public un peu tranquille. Qui peut mater le public tranquille et tout. Qui n'a pas de responsabilité à ce moment-là. Et je suis devenu batteur. Et là, oui. Vous étiez plutôt un séducteur, vous avez eu du succès? Je sais pas si j'étais séducteur, mais en tout cas, j'avais pas peur à l'idée de tenter de séduire. Par exemple, j'ai découvert très tard que j'étais petit. J'avais pas l'impression d'être petit. Même avec des copains grands, j'avais jamais le sentiment de me dire ouais, je suis tout petit. Je ne faisais pas de complexe. J'étais pas un beau mec. Vous posiez pas de questions. Non, je me posais pas la question de me dire tiens, mon copain, là, il est grand, il est costaud, il est blond et tout. Il a les yeux bleus, mon copain Jérôme, que vous connaissez. Quand j'étais à côté de lui, je me disais bon, très bien, on va y aller ensemble, quoi. Et la notoriété, vous a changé quelque chose? À l'époque, la fille, elle savait pas que j'étais Bruno Solo, donc ça, c'était chiant. Maintenant, vous êtes mariés, mais je veux dire, est-ce que la notoriété a changé le regard des femmes sur vous? Évidemment. Mais même pas seulement le regard des femmes. Quand du jour au lendemain, vous allez dans la même boulangerie en bas de chez vous, vous achetez le pain comme un client lambda, votre boulanger... Oh mais je vous ai vu hier. Et vous faites de la télé. J'ai dit oui. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte dans la rue que ça change. Ma notoriété, elle est montée de manière très progressive. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je suis arrivé à une époque où déjà il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait la télé, la première, la deuxième et la troisième chaîne. Donc tout d'un coup, effectivement, dès que vous faisiez le moindre truc, maintenant c'est beaucoup plus dispersé. Et puis surtout, maintenant on vous connaît du jour au lendemain pour des raisons qui parfois me dépassent. Mais bien entendu que ça a changé le regard. Mais je me suis pas dit au début, je me suis dit, ça va être super pour les filles. Je me suis dit, ça va être super surtout pour continuer à travailler. Parce que tant que vous êtes connu, on vous appelle, ça vous donne la chance de continuer à travailler. Et puis tout simplement, je vais être très prosaïque, de gagner votre vie et de croûter, de remplir le frigo. Votre avis sur les faits divers un peu qui nourrissent un peu le milieu du showbiz aujourd'hui, sur ces hommes qui, parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont une notoriété, en profitent. Et certains sont même en prison aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu vous arriver? Non, impossible. J'ai toujours été... Là encore, c'est absolument certainement l'éducation. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon papa était sympathisant des militantes féministes dans les années 70. Ouvrier dans le bâtiment, autodidacte total, il n'a pas fait d'études et tout, mais érudit, s'intéressant à la littérature, au théâtre, à la peinture. Il nous a amenés partout avec ma sœur. Mon père, il s'intéressait à tout, il était curieux de tout, donc il nous a transmis ça. Mais sur les filles, non. Je me suis jamais comporté comme une sorte de mâle dominant. J'aime le pouvoir, j'aime, mais pour m'en servir, pour m'élever, pas pour écraser ou pour dominer, etc. Moi, j'aime le pouvoir artistique, par exemple. J'aime bien, sur un projet, avoir justement la main mise sur un projet pour pouvoir l'élever et qu'on soit tous heureux ensemble. Mais le pouvoir pour dominer, pour écraser, pour mépriser, etc., c'est pas du tout même... Non, mais même sans aller jusque-là, Bruno, même pour profiter, vous avez dit un jour, il y a de la mégalomanie incontrôlée chez moi.
Est-ce que la notoriété vous a pas fait vaciller à un moment, en passant de l'autre côté du miroir ou en vous faisant prendre pour un autre, y compris vis-à-vis des femmes, vis-à-vis et baisser la garde? C'est une attitude que je trouve absolument épouvantable. J'ai envie de dire presque, ça va vous paraître bizarre, mais presque par amour-propre, insister vis-à-vis de quelqu'un qui n'a pas envie de vous, l'humiliation elle est déjà suffisamment forte. Vous draguez une jeune fille, vous lui plaisez pas. Bon, déjà, moi, je me sens vexé, quoi. Et j'irai pas au-delà de cette vexation. Donc, forcer, ça m'est jamais arrivé. Et le jeu de la séduction et tout, c'est très drôle. Mais quand, tout d'un coup, vous forcez la séduction, que vous voulez contraindre l'autre à vous apprécier, vous aimer, pour en arriver à des extrémités qu'on sait, le viol, l'agression sexuelle, etc., c'est quelque chose que je trouve totalement aberrant et que je condamne, évidemment, fermement, qui dirait le contraire. Il m'est arrivé de rentrer dans la gueule de gars que j'ai vu se comporter comme ça. Oh, ça va, on rigole. Non, on rigole pas avec ça. Vous vouliez me parler de votre fils et de l'éducation par rapport aux filles? Mon fils, quand il a eu 12-13 ans, j'ai commencé à lui parler de la pornographie. Je lui ai dit, écoute, Tom, tu vas être confronté, évidemment, à la pornographie. Vous avez prévenu votre fils? Ok. Moi, je lui ai dit, Tom, non, mais jamais. Écoute, Tom, je te dis pas si tu l'as fait ou tu seras susceptible de le faire, tu l'as peut-être déjà fait et c'est ton problème et ça ne me pose pas de problème. En revanche, je lui ai dit, ce que tu vas voir quand une fille dit non, ça veut dire non. Dans les films porno, c'est pas toujours le cas. Ce que tu vois, ce sont des performances, ce sont des acteurs, c'est monté. On voit une prise, c'est un contre-champ. Je travaille dans le cinéma, je t'ai déjà expliqué, t'es déjà venu sur un plateau. On passe pas d'un orifice à un autre, c'est dangereux, tout ça est sous contrôle. Évidemment, j'ai parlé des films porno qui sont sous contrôle. On sait qu'en plus, il y a des films qui sont des viols manifestes de femmes. Je lui ai tout dit sur l'éjaculation, sur la maltraitance, sur l'érection, sur les performances, sur le fait qu'il fallait respecter et aussi sur le fait qu'il ne s'inquiète pas s'il était lui-même susceptible un jour d'être dans une situation où il ne banderait pas ou il ne tiendrait pas suffisamment longtemps. Je lui ai tout dit avec les mots adéquats du moment et puis plus il a grandi, plus je lui ai expliqué. Je me doute bien qu'il en a regardé, mais il était préparé à ça. Il faut préparer les enfants à ça. Ça me dévaste, l'accès à la pornographie. Ça me dévaste. Alors évidemment, c'est un vrai débat. Est-ce qu'il faut interdire? C'est une contrainte à nos libertés qui sont déjà suffisamment, dont on parle suffisamment en ce moment et surtout depuis 2 ans, là. Punaise, de savoir qu'il y a des filles, des jeunes filles, des jeunes garçons, parce qu'il y a des familles où on n'en parle pas. Parce que si on l'évoque, c'est des cris d'orfraie, c'est mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe pas. On est ou dans le déni, ou dans l'engueulade, etc. Et donc, il y a des enfants qui sont effrayés vis-à-vis de la sexualité. Nous, on la découvrait petit à petit. On avait les moyens de la découvrir de manière peut-être un peu plus douce, si ce n'est douce, en tout cas, par étapes. Là, c'est direct. Tu te fais chier pendant le cours. Putain, il y a des gamins qui regardent des trucs comme ça et qui envoient ça à des filles. Je sais bien qu'il y a des filles qui ont un rapport à la sexualité aussi qui est dévié, mais parce qu'on n'en parle pas. On donne pas les moyens aussi à des adultes qui sont totalement démunis vis-à-vis des mots qu'il faut employer pour parler avec leurs enfants. Il faut aussi donner aux parents les moyens d'entendre les questions qui pourront être posées par des enfants. Je crois que c'est un vrai putain de problème de société, ça. Hein. Parce que l'accès à la pornographie, c'est pas l'accès à la liberté sexuelle. Hein. C'est tout le contraire. Hein. Donc on se parle, voilà, je peux sortir mon portable et là je m'emmerde dans la discussion et je peux aller regarder YouPorn. Oui. Et quand je vois des garçons, comment ils parlent des filles, je travaille avec la voix de l'enfant, on entend des fois des témoignages, mais dingues, des filles qui disent, mais je croyais que pour obtenir ce cartable ou telle trousse à 14 ans, qui font des fellations parce qu'elles pensent que c'est la norme. Quoi. Et quand on entend ça de plus en plus, moi ça m'effraie. Et c'est pas, je sais pas, un père la pudeur qui vous parle, au contraire. Moi, j'ai parlé justement sans pudeur à mon fils, à ma fille, mais dans une moindre mesure. Je sais que les garçons sont plus vite et directement concernés que ça, en moyenne. Et dans des moments clés où il faut véritablement avoir une attitude digne, je sais que Tom, il l'est. Et ça, c'est pas la moindre de mes fiertés. Un petit questionnaire, Bruno, et comme vous êtes le parrain, on l'appellera le questionnaire solo, même pour les autres. D'accord. Si vous aviez la possibilité de parler à la personne que vous admirez le plus, qu'elle soit vivante ou morte, ce serait qui et pour lui dire quoi? En sachant que des personnes mortes, il y en a plein. Votre livre, hein, je rappelle quand même, Les Visiteurs d'Histoire, qui cartonnent en librairie, où finalement vous avez un dîner avec des gens qui ont marqué l'histoire. Qui ont marqué mon histoire intime, qui ont marqué l'histoire universelle, mais que j'ai pris parce qu'ils me touchaient particulièrement. Il y a des personnages très connus, d'autres mal connus, d'autres
totalement méconnus. Et je les ai rassemblés lors d'un dîner extravagant, imaginaire. Et je les fais parler entre eux, je les contredis. Des fois, c'est eux qui me contredisent. Alors avec qui vous dîneriez? Beethoven. Et c'était un grand chef d'orchestre, c'était un grand musicien. Et puis c'était aussi un philosophe, c'était aussi un homme libre, un grand romantique, un homme qui a su s'émanciper des codes de l'époque et qui a révolutionné la musique. Un homme de conviction, un militant aussi. C'est un homme qui a écrit pour Bonaparte. Et la symphonie numéro 3, il l'a écrite pour lui. Et puis quand il a vu qui était devenu Napoléon, il l'a appelé la symphonie héroïque, et il a dit que ce n'était plus une symphonie pour cet homme-là. La symphonie numéro 9, c'est l'hymne de l'Europe d'ailleurs. Je suis Ludwig, je suis face à vous, vous me dites quoi? Donne-moi le secret de l'émotion absolue. À partir de la 2e symphonie, il est sourd. Il écrit la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, et toutes ces sonates et tous ces quatuors à cordes. Il écrit, il est sourd. Il est que sur le ressenti de sa propre émotion. Alors évidemment, il entend les vibrations, il ressent, et puis il connaît tellement la musique qu'il sait ce qu'il chante. Mais c'est dans cet isolement le plus cruel qu'il puisse y avoir pour un musicien devenir sourd. Et il continue à créer et tout. Donne-moi le secret de l'émotion absolue, de la création absolue. Je vous donne une baguette magique. Voilà. Vous pouvez faire une seule chose. Oh putain, je vais être bateau, mais... Une seule chose, c'est trop cruel de faire une seule chose. Ah, une seule chose, je crée une 2e baguette magique pour pouvoir faire 2 choses. Qui est la personne la plus connue dans votre répertoire? À un moment, il faut qu'on parle de vous, quoi. Vous n'êtes pas bien. Si on ne parle pas de vous, à un moment, Michel, vous vous sentez mal. C'est ça, hein. Je finis ma phrase, à part moi. Oh, à force, hein, je fais ce métier depuis 30 ans, donc j'en ai un paquet de gens connus, quand même. Plus ou la plus connue, je ne sais pas. Je connais quand même beaucoup de comédiens, de comédiennes, que je fréquente pas nécessairement, d'ailleurs. Je suis heureux au moment où on tourne, au moment où on joue. Mais quand c'est fini, c'est fini. Et je pense que vous êtes un de ceux que je vois le plus, Michel, vous le savez, en plus. Mais ça, ce sera coupé, parce que ils vont croire que tout est tendancieux. Je sais très bien non, que je sais, il y a plein de gens. plus célèbres. Non, plus célèbre, je sais pas ce que ça veut dire. Attends, vous avez une notoriété immense, donc je sais pas. Star. Non. Barack Obama. Non. Ouais, mais ça, je voulais pas en parler. Il veut pas en parler. Par contre, il me cite souvent quand on lui dit quelle est la personne la plus connue. Dans notre répertoire, souvent il dit Bruno Salo. Au sentiment de bien-être, vous mettez quelle note aujourd'hui sur 10? Je mettrais 8. À part l'anxiété, l'angoisse de la fatalité qui nous attend tous. Les instants présents que je vis depuis quelques années, je mettrais un 10. Mais parce que je ne peux être heureux que lorsque je sens qu'autour de moi aussi, il y a une certaine harmonie, et que je trouve qu'en ce moment, le monde est tout sauf harmonieux et qu'il m'inquiète plus qu'il ne me réjouit, égoïstement. Un 8. J'ai peur pour la planète, j'ai peur pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Je trouve que le monde est plus violent, plus segmenté. Un dernier mot, l'anecdote. Ça peut être une histoire drôle ou une anecdote, une situation cocasse que vous avez vous-même vécue dans votre vie. Cocasse et un peu humiliante. Vous savez, ces moments où vous pouvez pas dire... Bon, je vous le fais. Vérité si je mens numéro 3. On est à Marseille avec la bande. Il y avait José, Gilbert Melki, Richard Anconina, Vincent Elbaz et moi. Et on fait une rencontre avec les lecteurs. Vous êtes dans une salle de rédaction et c'est pas filmé, quoi. C'est des questions-réponses avec des lecteurs. Ils sont une dizaine, ça se passe bien, ils nous posent des questions. Ça se termine, c'est fini, on part. Et là, une des situations les plus gênantes de ma vie, parce que vous pouvez rien dire. Tout d'un coup, alors que nous étions quasiment tous partis, je crois que j'étais le dernier à quitter la salle de rédaction, il y a un gars qui fait « Hé, Bruno! T'as pas vu? T'as pris des photos avec lui et t'as pas vu ?» J'ai dit non, j'ai pas vu quoi. C'est un sosie, lui. Et là, je vois un gars, honnêtement, après, j'ai les critères de beauté, c'est facile, ça veut rien dire. Mais là, franchement, le cas... Évidemment, je suis tout seul, je m'apprêtais à dire « Ah ouais, il y a quelque chose. » Sauf que les autres, notamment José Garcia, qu'est-ce qui se passe? Il rentre, il me dit qu'est-ce qu'il y a, Bruno? Non, rien. Je dois prendre une dernière photo. Gilbert, une photo avec qui? Avec le monsieur là. Putain, vous avez pas vu les gars? Regarde. Il s'adresse aux autres, donc à Vincent, Richard, José et Gilbert. Il leur dit c'est le son sosie. Et José, mais oui. Mais tellement, mais c'est dingue, c'est les mêmes. Il faut que vous fassiez une série de photos. Ils font plein de photos et tout. Et moi, je vais pas dire au mec, mais putain, mais lâche-moi. Et là, ça a duré des heures. Et tu peux pas dire, mais lâche-moi. Donc, c'est des moments très durs parce que moi, j'ai une forte empathie. J'aime les gens et donc j'étais obligé de montrer que je l'aimais alors que j'en pensais pas un mot. En plus, la tournée était longue encore après et ils me l'ont balancé pendant des semaines. José l'a dit régulièrement dans des interviews. Mais il y a un sosie de Bruno assez saisissant et il l'a gardé. Je suppose dans son téléphone, il le montre à quelques occasions.
occasions. Je voulais vous balancer celle-ci parce que vous êtes indirectement mêlé, puisque vous étiez dans votre film, Oui, dans ce film, et c'était votre première apparition au cinéma, le début d'une grande carrière. Nous l'avons tous senti très très vite. Merci mille fois d'avoir parrainé cette série. Je rappelle votre livre, Bruno Solo, Les Visiteurs d'Histoire, aux éditions du Rocher, Caméra Café, qui va fêter ses... C'est 21 ans, puisque ça va passer en 2022, et ça a été créé en 2001. Le théâtre, des films... pour plus tard, et après, un film pour France 2. Films. Merci mille fois d'avoir accepté de nous parrainer. Ah oui, une dernière question. C'est quoi cette histoire de superstition avec les aubergines? Merci Bruno. Non, ne coupez pas. Il faut que je m'explique. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas. Non. Si, alors non, mais moi je vais leur expliquer. En fait, Bruno a besoin de regarder les matchs de foot avec une aubergine sur sa table basse, parce qu'un jour il avait regardé la finale de la Coupe du Monde en 98 et il avait posé il y avait une aubergine sur sa table basse et c'est comme ça que la France a gagné. Et maintenant, à chaque fois qu'il voit un match de foot ou même quand il va assister, puisque j'étais avec lui en Russie pour la Coupe du Monde, il se balade avec une aubergine. Merci Bruno. Mais non, et c'est tellement rentré dans une petite légende d'un petit cercle que je peux même plus dire le contraire. C'est faux, c'était une courgette. Merci Bruno. Merci super. mon Michel.